Bonjour à toutes et bienvenue. Nous sommes très heureuses de vous retrouver ce midi sur le plateau des studios numériques de Caen pour une édition un peu particulière des cafés Femmes et Challenge. Femmes et Challenge, comme vous le savez, c'est le réseau normand du business qui fédère toutes les initiatives qui est liées à l'entrepreneuriat féminin. Femmes et Challenge a été créée en 2017 par Léa Lassara, qui est la présidente de la CCI Seine-Estuaire, et par 20 core members, 20 chefs d'entreprise. Aujourd'hui, ce réseau a pris de l'ampleur, il a grossi et il fédère environ 900 femmes et quelques hommes. Et parmi tous ces membres, eh bien, on retrouve des chefs d'entreprise, des dirigeantes, des femmes en responsabilité et même des futurs entrepreneurs. Et la raison d'être de ce formidable réseau, c'est d'accompagner les projets de création, de reprise et de transmission d'entreprises. Et une fois que c'est fait, une fois que les entreprises sont montées, l'idée de les aider à devenir pérennes et pour ça de trouver des moments d'échange et de trouver des moments de développer son expertise auprès de l'ensemble des membres de ce réseau qui répondent avec leur propre expérience à toutes les problématiques que les chefs d'entreprise peuvent se poser. Alors, c'est aussi un réseau qui a pour ambition de donner confiance aux femmes pour qu'elles osent entreprendre, parce que ce moteur-là, il est essentiel dans la vie des femmes chefs d'entreprise, et évidemment de les aider à faire du business. Et pour ça, on a eu un outil formidable qui a été développé il y a peu, qui sont les cafés Femmes et Challenge. Alors qu'est-ce que c'est que les cafés Femmes et Challenge? Ce sont des échanges et des réunions qui se passent un peu partout en Normandie, qui fédèrent et qui réunissent environ 8 à 10 membres du réseau Femmes et Challenge, alors par secteur géographique. Donc comme vous le voyez sur la carte, on commence à grossir et on est présente un peu partout. Et puis ces cafés ont une vocation aussi pour certains à développer des thématiques comme le tourisme, comme le commerce. Et il y en a un qui est en cours de construction, surtout le secteur de l'industrie. Et ces espaces d'échange, ils sont très importants. Ils sont évidemment ouverts aux membres du réseau, mais aussi à leurs invités par cooptation. Je suis Sophie Dancourt, je suis la fondatrice du média Gépicine avec Simone et je suis la très fière ambassadrice des cafés Femmes et Challenge de Deauville. Et je suis ravie d'être en compagnie sur ce plateau ce midi avec Nadine Audibert, qui est l'ambassadrice Femmes et Challenge du café Caen 1, qui est coach professionnelle, formatrice et dirigeante de la société Imago. Bonjour Nadine. Bonjour Sophie. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui sur le plateau des studios numériques de Caen? Alors Sophie, j'anime le café Femmes et Challenge de Caen 1 depuis environ un an maintenant. J'ai le plaisir d'y accueillir chaque mois une douzaine de membres et un mois sur deux, on se réunit autour d'une thématique animée par une experte. Et donc Laurie Mueller, qui est la gérante des studios numériques et membre de notre café, nous a proposé de découvrir ces activités en vivant un plateau en direct. Donc l'ensemble des membres du café sont présentes aujourd'hui, ici, soit en tant qu'intervenante, soit en tant que spectatrice, ou bien aussi en tant que créatrice des décors visuels, puisque ces magnifiques décors Absolument. qui sont derrière nous ont été créés par une des membres du café. C'est Laurence Joly, qui est responsable de la société Agelia. Il ne nous restait plus qu'à trouver la thématique pour vivre ce plateau TV. Et la thématique de l'optimisme a fait tout de suite l'unanimité au sein du café. C'est un thème fantastique, surtout en période de crise. Et comme on souhaitait que ce rendez-vous soit interactif et ouvert à l'ensemble des membres du réseau, on a en parallèle de ce live, de ce direct, sur le chat de YouTube, les questions sont ouvertes et chaque membre peut poser ses questions sur ce chat. Morgane, qui est l'animatrice du réseau Femmes et Challenge, nous en fera une synthèse et on y répondra en toute fin d'émission. Donc n'hésitez pas, posez dès maintenant toutes vos questions. Avec plaisir. Alors pour introduire notre sujet, on a eu envie de savoir ce que pensaient les uns et les autres de l'optimisme, surtout en ce moment. C'est
ça peut paraître très compliqué. Et donc, il y a une équipe des studios numériques qui est partie à la rencontre des Caennais pour un micro-trottoir assez inspirant. Voir les choses du bon côté. Pas voir le négatif en fait. C'est quand les choses vont bien. Toujours voir le bon côté des choses. C'est d'être gai. C'est d'apprécier ce qu'on a en fait. C'est de faire ce qu'on veut quand on veut. C'est le contraire de négatif. Être toujours positif. D'être motivé, atteindre ses objectifs. Être souriant. Essayer de penser à quelque chose de plus positif. Voir le bon côté des choses. Tous les matins, je me lève du bon pied. J'essaye de faire des choses qui me détendent. Je pratique le yoga. J'essaye de sortir tous les jours. De voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Je marche beaucoup. Regarder un peu des films, écouter de la musique. J'évite de regarder les infos en ce moment. J'écoute de la musique super énergique qui me booste. Je marche, je fais du sport. Je joue aux jeux vidéo. On fait beaucoup de randonnées. Je pratique la musique. Quand on veut des choses positives, il y a des choses positives arrivent. Et donc je pense que quand on y croit, il y a de fortes chances que ça arrive. Nadine, on vient de voir un micro-trottoir où tout le monde a un avis sur l'optimisme. Inspirant. Est-ce que l'optimisme, c'est à la portée de tous ? Alors Sophie, la bonne nouvelle, c'est que l'on peut devenir optimiste à tout âge. Parce que l'optimisme, ça se cultive, ça se développe, à condition, parce qu'il y a une condition, c'est que l'on s'y entraîne. Donc moi-même, je peux vous dire, j'ai pas toujours été optimiste. Par contre, je le suis maintenant. J'ai appris à le devenir en m'y entraînant. Aujourd'hui, on sait que c'est possible grâce à l'apport des neurosciences qui nous ont permis de comprendre que le cerveau, ce n'est pas quelque chose de rigide, de figé, mais qu'au contraire, c'est un organe dynamique qui évolue tout au long de notre vie par les expériences, les apprentissages que l'on va faire et qui vont nous permettre de créer des nouveaux chemins de pensée tout au long de notre vie et pour tout le monde et à tout âge. Alors, on a vu qu'il y a plein de choses sous le terme de l'optimisme. Quelle est ta définition à toi de l'optimisme ? Alors, l'optimisme, c'est entraîner son cerveau à porter un regard positif sur les situations. Alors, par contre, l'optimisme, ce n'est pas ne pas voir le côté négatif des situations, mais c'est voir que quand il y a un verre qui est à moitié vide, il existe aussi un verre à moitié plein. Et c'est concentrer son énergie, ses pensées sur ce verre à moitié plein. Alors, imaginons que je sois une personne qui ne soit pas du tout optimiste, ce qui n'est pas le cas, je te rassure. Demain, je me dis, je veux me lever et être une personne optimiste. Quelle est la première clé que je dois activer pour aller sur cette voie-là ? Alors, je vais peut-être te surprendre par ma réponse, Sophie, mais la première clé, c'est déjà de prendre la décision de s'y entraîner. Non pas sous le terme de contrainte et d'injonction, il faut, je dois, mais plutôt d'aller chercher sa motivation pour pouvoir s'entraîner à devenir optimiste. Et sa motivation, d'ailleurs, on peut aller la chercher en répondant à la question qu'est-ce que j'ai à y gagner de devenir optimiste ? Une fois que l'on a trouvé sa motivation, on va s'entraîner avec des outils, avec la méthode des petits pas, c'est-à-dire des petits changements petit à petit mis en place dans notre vie et qui, cumulés au bout du compte, feront qu'on obtiendra l'objectif de devenir optimiste. Qu'est-ce que tu peux partager avec nous comme outil à mettre en place très concrètement ? Alors concrètement, le premier outil que j'ai envie de te partager, c'est le carnet de gratitude qui va t'entraîner à noter ce qui se passe bien dans ta vie. Donc concrètement, tu prends un carnet que tu dédies spécialement pour ça. Et puis, tous les jours, tu y notes 3 questions en repensant à ta journée. Donc, tu réponds à la question « Aujourd'hui, en quoi je remercie la vie dans ce que j'ai vécu ?» Ensuite, « En quoi je me remercie dans ce que j'ai fait et dont je suis fière dans ma journée ?» Et enfin, « Quelle émotion positive j'ai ressentie aujourd'hui ?» Et quotidiennement, tu écris cela dans ton carnet et le fait de le faire tous les jours va entraîner ton cerveau à voir le côté positif de toutes petites choses que parfois on oublie. Mais à quoi ça sert de noter une émotion positive, Nadine ? Alors Sophie, les émotions sont directement liées avec les pensées. Elles s'influencent en permanence.
Donc le fait de noter dans ton carnet une émotion positive, ça va avoir 2 bienfaits. D'une part, c'est de te connecter à ces émotions positives qui sont source de pensées positives. Et puis d'autre part, ça va t'aider à développer ton discernement par rapport à tes émotions, ce qui est essentiel puisqu'il faut d'abord être conscient des choses pour pouvoir ensuite agir dessus. Alors tu dis que les émotions et les pensées sont liées, mais alors comment on fait pour agir concrètement sur ses propres pensées? Alors il y a un outil magique, c'est la méditation. Parce que la méditation, ça permet de nous exercer à prendre du recul par rapport à nos pensées. Faut savoir qu'on a quand même 60 000 pensées par jour qui nous passent. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et en plus de ça, on n'en a bien évidemment pas conscience de toutes, sinon on deviendrait fou. Elles ne sont pas toutes positives. Et ce qui est important, ça va être de s'entraîner à justement se rendre compte des pensées, de celles qui nous entraînent vers le négatif. Comme par exemple, on se rend compte qu'on est en train de se plaindre. Et là, on se dit, non, c'est pas dans la to-do list du jour, ça, je le mets de côté et j'arrête. Et en plus de ça, en te disant ça, je te donne un autre outil, parce que arrêter de se plaindre, c'est aussi une façon de cultiver son optimisme. Alors c'est vrai qu'on voit depuis plusieurs années maintenant, je crois, un développement incroyable de la méditation. Beaucoup de gens en parlent. Il y a de nombreuses applications aujourd'hui qui permettent d'aider à faire de la méditation. Mais est-ce que c'est facile de méditer ? Alors, est-ce que c'est facile de méditer ? C'est une question difficile parce qu'en fait, ça dépend à la fois des personnes et ça dépend aussi des moments de la vie. Si je prends mon exemple, j'ai dû réessayer plusieurs fois à différents moments de ma vie de m'entraîner à la méditation pour réussir aujourd'hui à méditer quotidiennement. Alors, il y a quelque chose qui peut aider quand même. C'est quand on débute, je conseille de s'appuyer sur une application de méditation guidée que tu télécharges dans ton téléphone et qui permet de démarrer, d'accompagner le démarrage. En plus de ça, ces méditations sont souvent courtes, 10 minutes. Et ce qui est important quand on démarre, et puis même après, c'est vraiment la fréquence. Vaut mieux méditer 10 minutes tous les jours que 30 minutes une fois par semaine. Alors concrètement, comment ça marche ? Est-ce qu'il va falloir que j'arrive à ne penser à rien, ce qui me paraît, moi, très très difficile à faire ? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que méditer, c'est arrêter de penser. Donc t'imagines bien que faire un barrage à 60 000 pensées par jour, c'est juste impossible. Méditer, c'est pas arrêter de penser, c'est entraîner son cerveau à faire des allers-retours entre ses pensées et sa respiration ou des bruits extérieurs. C'est développer son discernement pour se rendre compte qu'on est en train de partir dans ses pensées. Alors, tu nous as parlé du carnet de gratitude, Oui. On vient de parler de la méditation. Est-ce que tu as encore un ou deux petits secrets pour aller vers le chemin de l'optimisme à nous livrer ? Oui, alors il y a de nombreux outils. On peut dire aussi s'entourer de gens positifs. Mais j'ai envie, pour terminer, de te partager quelque chose que je trouve vraiment primordial quand on veut cultiver son optimisme. C'est d'utiliser un outil qui qui permet de s'appuyer sur le corps. C'est-à-dire, ça peut être le yoga, ça peut être la marche, ça peut être la respiration, la relaxation. Revenir dans le corps, ça va permettre de se connecter à ses émotions, à ce que l'on ressent, et donc de développer le discernement par rapport aux pensées. Donc c'est essentiel. Et ce qui est important, c'est de trouver les outils qui nous correspondent à nous-mêmes. Il y en existe plein. Le tout, c'est de trouver ceux qui vous parlent à vous, quoi. Et pour enchaîner sur la prochaine séquence, est-ce que toi, tu as un mantra qui t'est personnel, que tu mets en action, je dirais, tous les jours, sans même y penser, en te levant le matin ? Alors, je le mets en action, mais en y pensant, parce qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que je pense à ce mantra que je me suis construite. C'est que dans la vie, on n'a pas toujours le choix des situations que l'on vit, mais par contre, on a toujours le choix de la façon dont on les vit. Et ça me porte au quotidien. Je te remercie beaucoup, Nadine. Merci On va à toi. poursuivre parce qu'après avoir passé en revue les outils qui nous aident à cultiver notre optimisme, on va toujours rester sur l'humain et on va avoir un témoignage. Et ça va être le témoignage de Ouria Djebali.
charge de ses responsabilités tant professionnelles que personnelles a toujours le sourire et est toujours optimiste. Bonjour mesdames. Ouria, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Oui, alors je suis Ouria Jebali, je suis maman de 2 petites filles, Selma et Soukaina, qui ont 9 ans et 3 ans, et je suis entrepreneuse. Il y a 3 ans, j'ai créé avec mon associé l'entreprise Triangle Protection, qui est spécialisée dans la sécurité humaine. Alors, en quoi aujourd'hui ce thème de l'optimisme te parle tout particulièrement? Alors, ce qui fait de moi quelqu'un d'optimiste, je pense que c'est parce que j'ai parié sur ma vie. Et pour moi, l'optimisme est une philosophie de vie. J'ai toujours eu envie de créer, de construire, dont mes entreprises, ma famille. Et je vois toujours le bon côté, en fait. Je mets mon énergie pour faire bouger les choses. J'ai parié sur la réussite plutôt que l'échec. J'ai parié sur l'amour plutôt que le désamour. Et toujours en me disant qu'en cas de difficulté ou en cas d'échec, je vais réussir à m'en sortir. Et voilà. En fait, quand ça ne marche pas, tu considères que c'est des erreurs plutôt que des échecs. Tu en tires du bénéfice. Oui, tout à fait, parce que en fait, de mes épreuves, on a toujours découlé du positif. Et je me dis que de toute façon, l'erreur est humaine, on a le droit de se tromper et que c'est comme ça qu'on apprend. Alors là, tu me fais penser à un mantra qui pourrait, enfin une petite phrase qui pourrait devenir ton mantra. Alors elle n'est pas de moi cette fois, elle est de Nelson Mandela. C'est « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». J'aime beaucoup Nadine ce que tu viens de dire. Oui, je pense qu'en fait, il faut se faire confiance et faire confiance en la vie et que tout ce qui ne tue pas, en fait, nous rend plus forts, tout simplement. Ouria, tu trouves les clés de l'optimisme dans l'action. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors, oui, ce qui caractérise pour moi l'optimisme, en fait, c'est passer à l'action. Alors, je vais vous donner des exemples. Je vais prendre mon téléphone et contacter cette personne. Le mail que je devais envoyer il y a un petit bout de temps, je vais le faire maintenant. Et surtout, je pense que des fois aussi, il faut provoquer les choses et ne pas avoir peur. Si pendant une réunion professionnelle, une soirée, j'ai envie d'aller parler à cette personne-là, même s'il y a beaucoup de monde autour d'elle, je ne vais pas hésiter à aller, je vais tenter le coup, en fait, à aller discuter tout simplement. Voilà, pour moi, en fait, être optimiste, c'est passer son temps à envoyer des signes au destin. En fait, tu n'as pas peur. Tes peurs ne te freinent pas. Non, parce que si ça fonctionne pas, c'est pas un problème. Pour moi, je pense que ça va fonctionner, en fait, c'est ce que je me dis toujours. Et puis même avec persévérance, si ça ne fonctionne pas, au pire, je me dis aussi que c'est le destin et que c'est la vie, c'est comme ça, il faut rebondir, tout simplement. Mais alors, Ouria, je pense que peut-être tu mets déjà en application des clés que nous a données Nadine. Qu'est-ce que tu retiens des astuces et des choses à mettre en place Alors pour moi, c'est la pensée. Moi, en fait, c'est vrai que je pense positif et donc en général, je fais confiance à la vie et je me fais confiance. Je m'entraîne à penser comme ça en fait habituellement. Je te rejoins Nadine aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, s'entourer aussi de gens positifs en choisissant son entourage parce qu'on a toujours le choix effectivement. Je pratique la gratitude, je m'intéresse aux autres, je me remets beaucoup en question. J'imagine ma vie future aussi. Ah, ça c'est intéressant parce que là tu nous donnes un autre outil. Sans le savoir, tu utilises la visualisation positive. Tout à fait, oui, tout à fait. Je m'inspire aussi en regardant des films, des reportages concernant des histoires, des personnes qui ont eu en fait les mêmes objectifs que les miens, et ça m'aide beaucoup en fait à aller au bout de mes actions. Et je me dis en fait pourquoi pas moi, si eux ils ont réussi, pourquoi pas moi tout simplement. Alors, est-ce que c'est important, ça? Et je pense que pour moi, c'est une notion qui est très importante d'avoir des personnes inspirantes pour pouvoir se dire qu'on peut calquer son chemin de vie ou sa voie entrepreneuriale sur des femmes ou des hommes aussi qui ont réussi et qui peuvent indiquer le chemin. Est-ce que pour toi, c'est important? Oui. En tout cas, moi, ça me donne beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Et quand tu dis ça, tu vois, je pense en fait à mes filles en me disant qu'aujourd'hui, les femmes ont plus que jamais leur place dans la vie d'entrepreneur et que je dois être un exemple pour elles. Et c'est ce qui me donne la force d'être en action et
d'avancer. Voilà, tout simplement. Je te remercie beaucoup. Je vous en prie. Auréa. Merci Auréa. Merci à vous. On va poursuivre en revenant au corps et aux outils corporels dont on a beaucoup parlé avec Nadine. Et on va s'intéresser de très près à un organe insoupçonné sur les ressorts de l'optimisme qui est le cerveau, avec une technique, et on verra en quoi ça consiste, qui est le neurofeedback. Et on va en parler avec Christiane Michel-Koppel. Bonjour Christiane, ravie de t'accueillir également sur ce plateau. Tu as une vie remplie d'expériences. Tu as pendant longtemps accompagné des entreprises, des plus petites aux plus grosses, dans des grands groupes, notamment Manpower, Adecco. Et puis, tu étais directrice d'agence. Et puis, en 2011, tu as fondé l'Institut Neurofeedback de Normandie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme qui peut paraître un peu barbare, peut-être scientifique? De quoi parle-t-on? Peux-tu nous définir ce que c'est, si c'est une discipline, une science? Alors, le neurofeedback, déjà, c'est un entraînement cérébral comme l'entraînement physique. Alors, c'est une méthode issue des neurosciences qui permet au cerveau de mieux fonctionner. Et ça s'adresse à tout le monde. Alors, est-ce que ça a été mis en place quand? Est-ce qu'il y a une préexistence? Est-ce que c'est quelque chose de récent? Alors, ça existe depuis 50 ans. Donc, au départ, c'est le neurofeedback linéaire qui est né, qui était destiné, c'est médical, c'était destiné à des médecins qui avaient un protocole bien défini. Donc, ça permettait on poussait le cerveau dans une trajectoire bien définie. Et après est né le neurofeedback dynamique depuis 25 ans. Et ça a été créé par Val et Sue Brown, donc 2 médecins qui étaient passionnés et surtout qui voulaient alléger la souffrance. Alors justement, à quoi ça sert le neurofeedback de manière très pratique? Ça sert à être plus centré, à être mieux dans sa vie au quotidien. Alors je vais vous donner un exemple qui est comme l'ordinateur quand on ouvre plein d'onglets. L'ordinateur, le logiciel ralentit. Alors avec le neurofeedback, ça permet quand même d'alléger sa charge mentale, de mieux vivre au quotidien. Alors tu t'adresses à qui quand les gens qui viennent chez toi faire des séances, c'est tout le monde, c'est des catégories particulières, c'est des gens qui sont malades, aux souffrances ou pas forcément? Voilà. Alors ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse à des personnes qui sont en souffrance, ça s'adresse aussi bien à des enfants, des collégiens, des étudiants, des personnes qui sont en activité, donc des professionnels, des seniors. Je suis aussi pas mal d'enfants qui sont autistes, qui sont dyslexiques. Et ça s'adresse aussi à des personnes qui sont bien portants. Alors une séance, concrètement, ça fonctionne comment? Alors une séance, c'est relativement il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on n'a strictement rien à faire. Pendant une séance, on peut même dormir. Donc ce qui était quand même très très bien. C'est pas mal. Alors sinon, j'ai amené des outils magiques. Alors déjà, il y a des capteurs qui sont reliés à un boîtier. Donc les capteurs, ce sont des outils de mesure, comme un thermomètre qui va vous prendre la température. Et j'ai un boîtier, donc ce boîtier-là, c'est un amplificateur qui permet d'envoyer les analyses directement à un ordinateur. Et l'ordinateur, il y a un écran qui a un encéphalogramme et qui permet d'analyser l'activité électrique du cerveau. Et donc l'expertise vient avant tout de l'ordinateur. D'accord. Donc en fait, au terme de la séance, je vais me sentir mieux. Les effets, ils se mesurent comment? Est-ce que dès que j'ai fini une séance, je me sens mieux tout de suite? Ou bien ça prend un peu de temps? Comment je mesure ces effets-là? Alors déjà au départ, je vais expliquer comment ça fonctionne. Donc on mesure 256 fois par seconde l'activité électrique du cerveau. Et en fonction de ce qui est détecté, l'ordinateur va créer des micro-coupures dès qu'il y a des neurones ou des ruptures brusques de l'activité électrique. Et donc il y a des micro-coupures qui vont prévenir le cerveau des dysfonctionnements. Et c'est le cerveau lui-même qui va s'autoréguler pour mieux fonctionner. Il est magique, ce cerveau. Ouais, donc il y a des ressources quand même assez inexploitées, je dirais, du cerveau pour se sentir beaucoup mieux. Oui. Et donc justement, je vais me sentir beaucoup mieux quand? Tout de suite il faut attendre plusieurs jours, des mois?
Alors c'est variable d'une personne à l'autre parce que tout cerveau est différent. Donc il y a des personnes qui ont des résultats dès la première séance. Et après, l'idéal, c'est de faire quand même plusieurs séances. C'est un entraînement, donc pour voir des modifications qui soient pérennes, l'idéal, c'est d'en faire quelques-unes de séances. Et ce qui est bien, c'est qu'après la séance, vous allez observer dans votre quotidien comment vous allez et les bénéfices que vous rencontrez. Alors justement, comme notre thème du jour, c'est l'optimisme, Oui. comment ça joue sur l'optimisme, le neurofeedback? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Alors, la première chose, c'est déjà les effets que l'on constate, c'est le lâcher-prise, c'est le fait d'être plus centré au quotidien, donc de prendre du recul par rapport aux événements. Donc là, ça permet quand même d'être plus optimiste et d'être mieux. Il y a aussi un meilleur sommeil, on dort mieux, donc on récupère mieux. On est plus recentré, c'est-à-dire on a plus d'estime de soi, donc ça, c'est important. On est plus gai, on rit plus, on a plus d'énergie. C'est formidable, on va l'adopter, mais je pense que personne ne manque d'énergie ni de sourire sur ce plateau. Merci beaucoup, Christiane, pour ton expertise. Je vous en prie. Donc, Merci, Christiane. Nous allons maintenant, comme c'est une émission interactive, nous allons recueillir vos questions, peut-être même vos commentaires, que Morgane va nous transmettre. Bonjour. Bonjour Morgane. Bonjour Bonjour. Morgane. Une première question de Estelle. Est-ce nécessaire de se faire accompagner pour être optimiste? Alors, nécessaire, non, ça va vraiment dépendre des personnes, mais évidemment, ça peut aider. On peut se faire accompagner, en effet, soit coaché, soit par le biais d'une thérapie. Voilà, on peut aussi lire des livres, on peut faire tout ça pour se développer son optimisme. Ce n'est pas obligatoire, mais ça va vraiment dépendre. Et c'est aussi suivre ce que l'on ressent. C'est-à-dire, si on sent qu'on a besoin d'un accompagnement, eh bien, il faut le faire. Si on est plus autonome et qu'on a envie de le faire tout seul et qu'on a la motivation nécessaire, eh bien, on le fait tout seul. Alors peut-être moi je vais poser une question, Morgane, si tu le veux bien. Est-ce qu'on peut faire preuve d'optimisme sans même le savoir? Alors je pense qu'on ne peut pas être optimiste sans le savoir, mais faire preuve d'optimisme à certains moments donnés sans le savoir, oui. Et justement, c'est vraiment intéressant de prendre conscience, d'observer ces moments où, en fait, dans la vie, naturellement, on a une situation compliquée et on va savoir faire preuve d'optimisme. Parce qu'en prenant conscience, en s'en rappelant, ça permet au cerveau de savoir que c'est une ressource que l'on a et que si elle s'est activée une fois, elle peut se réactiver une autre fois. Donc n'hésitez pas à réfléchir dans votre vie au moment où vous avez fait preuve d'optimisme. C'est une bonne nouvelle. Morgane, est-ce que tu as d'autres questions pour nous? Oui, bien sûr, et j'ai même une question pour vous deux, Sophie et Nadine. Dans le contexte actuel, où on n'a pas le moral, c'est une question de Virginie, où ce n'est pas facile tous les jours, quelles sont vos clés pour rester optimiste? Alors, je vais vous livrer la mienne, qui n'est pas forcément universelle, mais je pense que quand on a de longues journées, moi je suis entrepreneur solo, donc c'est un parcours qui est lent, qui est compliqué, et souvent semé d'obstacles, mais aussi de doutes par rapport à ses propres, je dirais, à ses propres compétences. Et je pense que pour rester optimiste, il ne faut pas essayer de voir le résultat final qu'on s'est fixé. Je pense que tout à fait, comme Nadine le disait tout à l'heure, il faut une politique de petits pas. On se félicite. Moi, je m'aperçois que maintenant, à chaque fois que j'ai franchi, ne serait-ce qu'une toute petite étape, je me félicite de l'avoir fait. Et souvent, je me retourne et je vois le chemin parcouru derrière et pas forcément le chemin qui reste à parcourir. Alors de mon côté, si je prends par exemple l'effet d'annonce du premier confinement, qui a quand même été assez fort émotionnellement pour tout à chacun, je me suis rapidement posée en me disant qu'est-ce que je veux faire de ce moment. C'est une situation
pour laquelle je ne peux pas agir dessus. Et du coup, qu'est-ce que je décide d'en faire ? Cette notion pour moi de choix et de responsabilité de ce qu'on décide de faire, c'est un pouvoir que l'on a et c'est dommage de s'en priver. C'est le prendre, ce pouvoir, l'utiliser à bon escient pour soi, pour se faire du bien. C'est pour moi la clé première de l'optimisme dans des situations compliquées. J'approuve. Une autre question, et je pense également pour vous deux en tant qu'ambassadrice, pourquoi rejoindre un café Femmes et Challenge ? C'est ce que je disais sur la question précédente. Quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, moi j'aime bien mettre au féminin les mots, on est souvent isolé et l'isolement du chef d'entreprise, elle est réelle, elle est toujours aggravée en période de crise. Et je pense que c'est bien de pouvoir échanger avec d'autres chefs d'entreprise parce que parfois, on se dit qu'on est les seuls à éprouver des difficultés quand on avance et on s'aperçoit que non. Quand on échange, on s'aperçoit qu'on est toutes à plus ou moins grande échelle impactées par ces doutes et par ces difficultés. Donc échanger et puis aussi peut-être trouver des réponses très concrètes sur des solutions qu'on ne trouve pas par rapport à d'autres qui ont déjà fait ce chemin-là et qui peuvent complètement nous éclairer. Oui, et puis je rajouterais que ça permet de rencontrer des nouvelles personnes. Ça permet donc de vivre aussi, comme aujourd'hui, par exemple, ce plateau TV que l'on n'aurait pas vécu pour les membres du Café Femmes et Challenge Caen 1 si ce café n'existait pas. Et vivre de nouvelles expériences, ça permet d'élargir son champ de vision et de voir des solutions possibles dans des situations nouvelles. Donc, source d'expérience. Merci. Une autre question de Sabrina. Dans une situation compliquée, comment on fait pour rester positif, pour rester optimiste ? Alors, dans une situation compliquée, déjà, c'est de discerner la partie de la situation sur laquelle on a un pouvoir d'action et celle sur laquelle et la partie sur laquelle on ne peut pas agir. Parce qu'une des autres clés de l'optimisme, c'est l'acceptation. Mettre son énergie dans une situation pour essayer de changer une situation que l'on ne peut pas changer, qui ne dépend pas de nous, ça crée plutôt du pessimisme. Lâcher sur ce que l'on ne peut pas changer et se concentrer sur là où on peut agir, ça va nous aider à développer notre optimisme. Oui, je pense, pour rebondir sur ce que tu dis, Nadine, qu'il y a des situations où il faut lâcher prise complètement. C'est-à-dire que si vous êtes face à un obstacle insurmontable, il faut lâcher prise et essayer de travailler sur autre chose, contourner l'obstacle, mais à un moment donné, ne pas mettre toute son énergie sur quelque chose, comme tu le disais, Nadine, où on n'a pas prise sur une situation. Et le lâcher prise va venir de l'acceptation, qui est vraiment une clé aussi très puissante. Merci. Une autre question d'Arthur. Tout à l'heure, tu parlais de méditation, Nadine, et Arthur nous demande de quelles applications ou quelle application toi tu utilises ou tu conseillerais. Alors là, c'est tout à chacun de choisir, bien sûr. Souvent, les applications, elles ont 8 jours, une semaine gratuite où on peut essayer. Donc ça permet de voir si la voix, parce qu'elles sont un peu différentes, les propositions, la construction de l'application nous convient. Personnellement, j'en ai utilisé plusieurs et actuellement, celle que j'utilise, c'est Seven Mind, qui est l'application de Jonathan Lehman, qui est l'auteur du livre Les Antisèches du bonheur. Je vais l'essayer parce que moi j'en étais à petit bambou, donc je vais diversifier ma panoplie d'applications. Merci pour la question, Morgane. Est-ce que tu en as d'autres ? Non, plus d'autres questions, mesdames. Merci. Alors on va se séparer, mais avant, on a plein de remerciements à faire. Oui. Nadine, je te laisse commencer et j'enchaînerai. Alors, je voudrais déjà te remercier, Sophie, pour l'implication que tu as mis dans ce projet. Un grand merci à Laurie Mueller et à Laurence Joly pour l'idée et puis tout l'investissement qu'elles y ont mis. Aux intervenantes Christine et Ouria,
à Femmes Challenge qui nous a permis de vivre aussi ce bel événement. À toi, Morgane, qui est en off, la voix off d'aujourd'hui. Et puis, bien sûr, un merci chaleureux et tout particulier à toutes les membres de mon café qui me nourrissent, me font grandir et me permettent de vivre des beaux moments qui viennent nourrir mon optimisme. Merci beaucoup Nadine. À toutes celles-ci, à toutes ces femmes formidables que tu as citées. Moi, je vais ajouter Sylvia Costi de la société Voxa Direct qui, grâce à elle, vous avez pu voir peut-être ces petites incrustations de textes sous les images. Et c'est grâce à elle et Sylvia et sa société sont aussi membres de Femmes Challenge. Je vous remercie infiniment et j'espère qu'on aura l'occasion d'organiser un autre plateau. Merci infiniment à toutes. Et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. À bientôt. À bientôt.